On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait rêver depuis des décennies, la fusion nucléaire. C'est la promesse d'une énergie propre, quasiment illimitée, bref, le Graal énergétique. Mais au-delà du rêve, où en est-on vraiment? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Tout est dit dans cette phrase, non? L'ambition est juste démesurée. Recréer un petit soleil sur Terre pour alimenter nos villes. C'est une idée d'une simplicité biblique, mais d'une complexité technique absolument vertigineuse. Alors pourquoi on s'acharne autant sur cette idée? Tout simplement parce que si on y arrive, la fusion nucléaire serait la solution quasi parfaite. Pour bien comprendre pourquoi, le plus simple, c'est de comparer avec ce qu'on connaît déjà, la fission nucléaire. Là, c'est la base. La fission, c'est ce qu'on fait dans nos centrales actuelles. On prend de gros atomes, comme l'uranium, et on les casse en deux. La fusion, c'est l'exact opposé. On prend les atomes les plus légers qui existent, des isotopes d'hydrogène, et on les force à fusionner. Et cette union libère une énergie absolument colossale. Et sur le papier, les avantages sont juste dingues. D'abord, le combustible, on le trouve dans l'eau de mer et dans la croûte terrestre, autant dire qu'il est quasi illimité. Ensuite, la sécurité, pas de risque d'emballement comme à Tchernobyl. Si un truc cloche, la réaction s'arrête net. Et enfin, l'environnement, zéro émission de CO2 et des déchets radioactifs bien moins dangereux et surtout pour beaucoup, beaucoup moins longtemps. Bon, les promesses, c'est bien beau. Mais maintenant, passons au concret. Comment on fait pour forcer des atomes à s'unir? Eh bien, en recréant sur Terre les conditions extrêmes qu'on trouve au cœur du Soleil. Rien que ça. Alors, elle ressemble à quoi, cette recette pour fabriquer une étoile en conserve? Les ingrédients sont en fait assez simples à lister. C'est pour les réunir que ça se complique, sérieusement. Premier ingrédient, et accrochez-vous, la chaleur. Une chaleur inimaginable, plus de 100 millions de degrés Celsius. C'est à cette température complètement folle que les noyaux, qui se repoussent naturellement, ont assez d'énergie pour vaincre cette répulsion et fusionner. À une telle température, la matière n'est plus ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Elle passe dans un quatrième état, le plasma. Imaginez une sorte de soupe surchauffée où les noyaux et les électrons sont complètement désorganisés et se baladent librement. C'est dans ces milieux extrêmes que la fusion peut se produire. Mais attention, la chaleur seule ne suffit pas. Il faut réussir à réunir 3 conditions en même temps. C'est ce qu'on appelle le critère de Lawson. Il faut 1. Cette température extrême. 2. Une densité de particules suffisante. Il faut qu'elle soit bien serrée. Et 3. Il faut arriver à maintenir tout ça assez longtemps pour que la réaction ait le temps de se produire. Et pour mesurer le succès d'une expérience, il y a un chiffre clé, le facteur Q. C'est tout bête, c'est le ratio entre l'énergie qu'on a réussi à produire et l'énergie qu'on a dû injecter pour tout chauffer. Si ce facteur Q dépasse 1, ça y est, on a produit plus d'énergie qu'on en a consommé. C'est le seuil de rentabilité énergétique. Et ce graphique montre bien l'énormité du défi. Le projet ITER, le plus grand projet de recherche au monde sur le sujet, vise un Q de 10. Ce serait déjà une prouesse scientifique incroyable. Mais pour une vraie centrale commerciale qui doit être rentable, il faudra un Q beaucoup plus élevé, entre 30 et 50. On voit bien qu'il y a encore une sacrée marche à grimper. D'accord, mais comment on fait pour contenir un plasma à 100 millions de degrés? Absolument aucun matériau ne peut y résister. C'est le défi central, le confinement. Et pour y arriver, les scientifiques explorent principalement 2 grandes voies. La première approche, c'est le confinement magnétique. L'idée, c'est de fabriquer une sorte de cage immatérielle avec des aimants surpuissants pour piéger le plasma et le maintenir à distance des parois. C'est la technologie du tokamak, celle qu'utilise le projet ITER. La deuxième approche, c'est le confinement inertiel. Là, la méthode est plus brutale. On prend une minuscule bille de combustible et on la bombarde de tous les côtés avec des lasers d'une puissance phénoménale. La compression est si intense et si rapide que la fusion se déclenche en une fraction de seconde. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la dure réalité du terrain. Parce qu'entre le concept scientifique et une centrale qui fonctionne 24 heures sur 24, il y a un gouffre, rempli de défis d'ingénierie absolument monstrueux. Il y a 3 obstacles majeurs qui se dressent sur la route: les matériaux, la gestion de la chaleur et la production du combustible lui-même. Le premier défi est un vrai mur. Les parois du réacteur vont subir un bombardement constant de chaleur et de neutrons à très haute énergie. Il faut donc inventer de nouveaux matériaux capables de supporter cet environnement infernal pendant des années sans se dégrader et sans devenir eux-mêmes des déchets trop radioactifs. Et pour l'instant, ces matériaux miracles n'existent pas. Deuxième casse-tête, la gestion de la chaleur. Il y a une partie du réacteur qu'on appelle le divertor. C'est en quelque sorte son pot d'échappement. Il doit évacuer une chaleur si intense qu'elle est comparable à celle que subit une navette spatiale quand elle rentre dans l'atmosphère.
Imaginez la contrainte sur les matériaux. C'est colossal. Et le troisième gros défi, c'est le combustible. Un des deux carburants, le tritium, est très rare. L'idée est donc que le réacteur le fabrique lui-même. Comment? En tapissant les parois de lithium qui, bombardées par les neutrons de la réaction, se transforment en tritium. Le réacteur doit donc être une usine autosuffisante. C'est une étape absolument cruciale, mais qui n'a encore jamais été démontrée à grande échelle. Alors face à tous ces défis, quel est le calendrier? Il faut être clair, l'énergie de fusion sur nos prises de courant, ce n'est pas pour demain. Le chemin est encore très, très long. Cette frise chronologique donne une bonne idée du parcours. D'abord, ITER doit prouver que la science est viable vers 2035. Ensuite, il faudra construire des réacteurs prototypes, les démos, pour produire de l'électricité pour de vrai vers 2050. Et enfin, les toutes premières centrales commerciales, elles ne devraient pas arriver avant 2070 et c'est un scénario optimiste. Pour résumer, la situation a changé. La question n'est plus est-ce que la fusion est possible? La physique nous a prouvé que oui. La vraie question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on arrivera à résoudre les immenses défis d'ingénierie qui nous séparent d'un réacteur fonctionnel? Et pour finir, projetons-nous un instant. Imaginons que dans plusieurs décennies, on y arrive, qu'on maîtrise enfin cette source d'énergie quasi infinie. Comment est-ce que ça transformerait notre monde? C'est une question qui dépasse largement la science et la technologie et qui donne le vertige.